Bienvenue à Parle Jazz Jazz avec un beau panel complet aujourd'hui. Ça va, j'espère que je ne ferai pas trop de discipline, mais non, je ne crois pas. Luc Doucette et mon collaborateur Roger Doiron qui sont ici, avec également la présence de Serge Roussel, professeur de droit à l'Université de Moncton, expert en droit constitutionnel. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Merci d'être là pour un Parle Jazz Jazz encore une fois aujourd'hui. J'aime avoir ça, les chaises toutes remplies. On va avoir plusieurs avis et ce sera intéressant. Monsieur Roussel, d'entrée de jeu, vous êtes maintenant directeur de l'Observatoire international des droits linguistiques également. Pouvez-vous juste nous spécifier un peu qu'est-ce que ça fait? Oui, donc c'est une institution universitaire qui veut s'assurer d'avoir de la recherche, des communications sur les droits linguistiques, donc autant au pays, donc qu'est-ce qui se fait au pays, que regarder également ce qui se fait à l'international pour s'enrichir des expériences internationales. Donc c'est un observatoire, c'est une autre façon de dire que c'est un genre d'institut. C'est juste qu'on utilise le mot observatoire pour regarder aussi ce qui se passe ailleurs et ici, évidemment. Est-ce que ces fonctions-là sont nouvelles pour vous? Ces fonctions-là sont nouvelles depuis l'été dernier. Okay. Mon prédécesseur, le premier qui a été directeur de l'Observatoire, c'était Michel Doucette. OK. Et puis c'est comme un peu des retrouvailles, je voyais entre vous et M. Roger Doiron. Vous vous êtes pas vus depuis belle lurette, hein? Je voyais les sourires et la joie de se retrouver. Oui, c'est l'histoire de plusieurs batailles juridiques et politiques pour la défense justement des droits linguistiques. Donc j'ai beaucoup de respect pour Roger, donc ça me fait plaisir. Ça fait déjà un bon bout de temps que je l'avais pas vu. C'est la même chose, ça fait plaisir, parce que avec Serge, on a eu toujours des bonnes discussions, des bonnes conversations, puis il a toujours été là pour défendre les intérêts de la communauté acadienne, puis je le remercie du fond du cœur. Le remerciement est réciproque. Eh bien, justement, on va rester dans ce sujet des langues, puisque allons avec ce retour des membres élus qu'on espère avoir au conseil d'administration des réseaux de santé. Revenons là-dessus. Monsieur Roussel, bon, la décision qui a été amenée en appel, puisqu'on avait dit que c'était inconstitutionnel, la révocation des conseils par le gouvernement Higgs. Là, ça va en appel, et vous n'étiez pas trop chaud à l'idée que ce soit une bonne idée. Non, puisque, bon, dans ce cas ici, la question des valeurs de la Charte, donc ici, par exemple, la défense, la promotion des droits linguistiques des francophones, la Cour suprême a dit que lorsque les administrateurs, l'administration publique, donc les gouvernants, prenaient des décisions, ils devaient tenir compte de ces valeurs-là. Ici, la décision va dans cette direction-là, et donc je ne vois pas la nécessité d'aller en appel, d'autant que dans ce cas ici, le gouvernement a déjà annoncé qu'il allait ramener les élus à la table. Donc, aller en appel, c'est quoi? Pour rétrécir les droits linguistiques? Donc, ils disent que c'est pour avoir des spécifications, d'autres particularités, pour avoir plus de détails. C'est un peu ça la raison qu'ils donnent. C'est un argument facile, c'est-à-dire que lorsque on dit on veut des précisions, mais c'est sûr qu'on peut toujours demander des précisions, mais je pense qu'ici, l'idée générale qui se dégage de la décision, c'est justement de tenir compte des valeurs de la Charte. La Cour suprême l'a déjà dit qu'on devait le faire. Il y a une décision célèbre de 4-5 ans passée de la Cour suprême qui l'a déjà explicitement dit. Donc, on peut ne pas être d'accord avec certaines parties du jugement, mais je ne vois vraiment pas la nécessité d'aller en appel ici. Comme malheureusement, ça arrive trop souvent, dans la défense des droits linguistiques, il faut monter à la Cour suprême du Canada. On finit par gagner, mais imaginez toute l'énergie que ça représente. Pensez à tous les décisions Charles Lebois qui fallait aller à la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick. Pensez au nombre de fois la SANB, de décisions célèbres qui s'est rendue en Cour suprême du Canada. Donc, vous voyez là, c'est triste, mais c'est une triste réalité néo-brunswickoise. Mais on aurait pu donc demander des précisions sans toutefois aller en appel? Non, on n'aurait pas pu demander des précisions. La Cour a rendu sa décision. Mais donc, ça permet ça. Donc, ça permet des précisions si jamais la Cour en donne. Donc, il n'y a aucune garantie. Si la Cour décide tout simplement de confirmer une décision de première instance sur les mêmes motifs. Donc, je dis simplement que je ne vois pas la nécessité d'aller en appel dans ce cas-ci. On voit ce gouvernement-là, qui est la couleur de mon chandail que je porte aujourd'hui, qu'à 2 reprises, on a vu qu'il veulent aller en Cour suprême. Lorsque la question de la nomination d'un lieutenant-gouverneur ou d'un lieutenant-gouverneur unilingue anglophone, disent « Ah non,
selon moi, c'est clair que ça devrait être bilingue, ce poste-là. Puis l'opposition à l'époque, le Parti libéral s'arrachait les cheveux. C'est pas correct, M. Higgs, ne faites pas ça. On fait exactement la même chose encore pour les conseils d'administration élus. C'est à se poser des questions. Oui, et particulièrement dans le cas de la lieutenant-gouverneur que vous mentionnez. Au moins dans les cas par rapport au Forum des maires, par rapport à ce genre de situation-là, au moins le gouvernement est parti. Alors que dans la décision du lieutenant-gouverneur, c'est une décision du gouvernement fédéral. Exactement. Ici, donc, dans ce cas-là, dans le lieutenant-gouverneur, le Nouveau-Brunswick n'avait aucune raison d'être là, OK? Sauf toujours pour prétendre qu'il voulait des clarifications. Donc, c'est un argument facile, selon moi. Et ce même gouvernement fédéral-là, avec l'ancien premier ministre, avait nommé Mary Simon gouverneur général. Elle parle pas de français. On ne peut pas blâmer Brian Simon, elle a certainement les compétences et l'expérience pour être gouverneur général, mais elle ne parle pas la deuxième langue officielle du pays. Je trouve ça extrêmement malheureux. Il ne faut pas oublier cependant que dans le cas au moins de la lieutenant-gouverneur, Mme Murphy, elle parlait un bon français, elle a fait l'effort. Exactement. Mme Simon, je ne suis pas sûr que j'ai À vu le même l'intérieur effort. de 6 mois, moi j'ai rencontré Mme Murphy, elle pouvait communiquer très aisément dans la langue de Molière. Ou plutôt, moi j'aime mieux dire la langue de Calixte. Excellent. Oui. Et M. Roussel, quand le ministre de la Justice, procureur général, M. Robert McKee, dit qu'on pourrait l'avoir avant 2030, par contre, les conseils élus, ça semble vrai, ça. On parle que ça pourrait même être un vote entièrement par la poste, on disait en 2028, où il y a toutes sortes de scénarios qui sont analysés. Il nous disait là, tout récemment, je pense hier, qu'il y a de bonnes chances que ça arrive avant 2030, mais jamais pour le mois de mai. Là. Oui, donc c'est certainement une bonne nouvelle puisque annoncer le rétablissement des membres élus, et vous savez, là, si on regarde l'histoire, là, c'est un peu triste parce que tous les gouvernements, sauf le gouvernement Galland, et c'est pas parce que j'en faisais partie que je le mentionne, mais tous les gouvernements ont fait, on est passé de Lord qui a mis des élus au gouvernement Graham qui les a enlevés, au gouvernement Graham qui, à la fin de son mandat, a conclu une entente pour les remettre, ce qui a finalement été fait par le gouvernement Allward. Le gouvernement Galland n'y a pas touché et le gouvernement Higgs, lui, les a enlevés à nouveau. Donc, je veux dire, par gouvernement. Et là, maintenant, le nouveau gouvernement va les remettre et le plus tôt serait le mieux. Et annoncer 2030, vous avez vu la levée de protestation avec raison. Je veux dire, tu fais pas une annonce en 2026 pour dire que ça va arriver en 2030. Là. Ouais, c'est beaucoup trop loin. Lorsque le gouvernement veut passer une loi ou prendre une décision, s'il a la volonté politique de le faire, ça peut se faire rapidement. C'est pour que ça soit fait, là, en tout cas, si on avait voulu que ça soit fait pour les élections municipales qui s'en viennent, il aurait fallu que ça soit déposé le printemps dernier, le projet de loi. Mais là, quand même, ça va arriver avant le temps. Puis quand ils disent... Auparavant, on avait 8 membres élus sur 15. Là, Conseil égalité en français demande à ce que tout le monde soit élu là, la prochaine fois. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver? Vous avez remarqué qu'on a simplement parlé de rétablissement de membres élus. On n'a pas parlé de tous des membres élus. Donc, je pense que ça va aller probablement dans la même direction de ce qui s'est passé. À peu près 8 sur 15? Probablement. J'ai pas de source privilégiée, mais la façon que ça a été présenté, ça devient assez clair que ça sera encore un mélange. Mais souvent, lorsque le gouvernement nomme des personnes à siéger sur un conseil d'administration ou une régie, on nomme des gens qui ont un intérêt, qui ont une connaissance dans tel ou tel domaine, qui peuvent apporter de leur savoir-faire, de leurs expériences. Tandis que les gens élus, ça peut être n'importe qui, ça ne veut pas dire nécessairement qu'ils ont les connaissances nécessaires pour travailler sur des cas. C'est des dossiers quand même épineux. Oui, donc c'est vrai que peut-être, dans cette optique-là, certains membres non élus peuvent avoir leur place, avoir une expertise spécifique. Roger a siégé, donc il peut nous en parler. Ouais. Moi, je pense que c'est important d'avoir des gens élus, parce qu'en fait, compte, je peux comprendre l'argument à Luc, mais à un moment donné, si on poursuivait l'argument, qu'est-ce qui arrive avec nos politiciens dont on fait l'élection? Moi, je veux un mélange des deux, c'est ce que je veux. C'est exactement. Au moins que la majorité des membres qui siègent au conseil d'administration soient des gens élus bien d'accord par la population et que, à un moment donné, que parce que c'est une institution. Moi, je pense qu'à un moment donné, il y avait une discussion à savoir si c'est une institution acadienne ou une institution que les Acadiens devraient contrôler. C'est surtout ça, pas acadienne, mais contrôler. Pour moi, c'est fondamental que, comme en éducation, la santé fait partie intégrante de la vie quotidienne des gens. Et pour moi, c'est important d'avoir des élus, que la population décide qui sera les personnes qu'on va choisir pour les représenter et défendre les intérêts
de la communauté. Je dis pas que les gens qui sont pas élus, qui en ont eu, ne défendent pas les intérêts, mais il y a quand même, pour moi, un principe de base que c'est l'élection de personnes qui vraiment ont démontré un intérêt puis de l'enthousiasme à défendre leur communauté. Comme moi, présentement, je préside le comité de santé pas de la régie, non, mais de la Commission des services régionaux de Kent. Donc, un des intérêts particuliers, c'est la défense de l'hôpital Stella Maris de Kent. Parce qu'en fait de compte, on ferme, on ouvre, on ferme pas, on rénove, on bâtit, en tout cas, on a beaucoup de discussions et beaucoup de réflexions à faire. Mais fondamentalement, moi, je pense qu'on devrait au moins avoir la moitié, sinon tout le monde d'élus. C'est une... Je suis d'accord. Sur cette notion de représentant élu, je trouve que c'est la Cour suprême qui a bien résumé. Elle l'a dit dans le contexte de l'éducation, donc des commissaires élus. Elle a dit que pour une communauté minoritaire, il n'y a personne qui connaît mieux sa réalité, ses besoins, ses priorités que la communauté elle-même. D'où la nécessité d'avoir des représentants de la communauté. Et donc, dans cette optique-là, je pense qu'il est nécessaire d'avoir des membres élus. L'argument sur lequel il faut aussi avoir des, entre guillemets, experts ou des gens qui connaissent, je pense que dans la communauté, il y a aussi beaucoup de gens qui ont leur expertise et qui amènent donc un point de vue qui est nécessaire pour bien représenter justement cette communauté-là. Et on nous dit qu'il va y avoir des consultations pour décider de la composition justement du conseil d'administration, combien il y aura d'élus, tout ça, mais ces consultations, est-ce qu'on sait sous quelle forme ce sera? Quand est-ce que ce sera? Ça doit être bientôt. Aucune idée. Tout ce qu'on sait, c'est qu'à tout le moins, ça va aller plus vite que ce qui était prévu à l'origine. OK, bon. Donc, avant 2030, 2028 est une cible qu'on peut tout à fait trouver raisonnable. Alors, ça reviendra. Et si vous avez une opinion à nous partager sur ce sujet, n'hésitez pas à le faire au 506-532-0133. Les lignes sont ouvertes. Et on prend des courriels là, sur ppjj@cjse.ca. Donc, voilà pour ceci. On y reviendra certainement durant l'émission, messieurs. On est inquiet du climat politique aux États-Unis chez les Américains. Et je voulais qu'on le mentionne aujourd'hui parce que là, on s'est rendu compte qu'il y a une tonne d'Américains. C'est un record de gens qui veulent avoir leur citoyenneté canadienne, qui sont à la recherche d'une descendance là, à laquelle ils peuvent s'affilier pour pouvoir avoir cette citoyenneté. Puis il y a une nouvelle loi qui est passée. Donc, le 15 décembre dernier, M. Roussel, qu'est-ce qu'elle est, cette loi en tant que telle? C'est vraiment, ça permet d'aller chercher quelqu'un de plus vieux, quelqu'un d'un ancêtre qui revient d'avant et pouvoir obtenir sa citoyenneté pour un Américain. D'abord, je dois préciser que je n'avais pas compris, on allait parler en détail de cette loi-là, donc je précise juste comme juriste que je ne suis pas allé lire la loi en détail, mais ce que j'ai retenu d'important, c'est que normalement, on remontait à une génération pour pouvoir retrouver sa citoyenneté canadienne, alors que désormais, ça sera à partir de 1947, ce qui veut dire qu'on peut remonter à 2-3 générations. Et donc, il y a toute cette selon ce que j'ai compris et lu, il y a toute cette nouvelle génération d'Américains qui voudraient retrouver leur citoyenneté canadienne par l'entremise de leurs ancêtres. Et on sait tous le nombre de Franco-Canadiens qui, au fil des ans, sont allés travailler, vivre aux États-Unis pour gagner leur vie, surtout pendant la période, entre autres, là, de la grande crise économique des années 30. Et donc, moi, je me rappelle d'avoir lu le livre « Les tisserands du pouvoir » qui raconte un peu l'histoire, il me semble que Jean-Baptiste, qui s'appelait, et que, donc, le nombre, pensez au nombre d'Acadiens qui va vous dire « Ah, mon père, ma mère sont allés aux États-Unis. » Et donc, il y aurait tous ces gens-là qui, dans l'état actuel des choses avec M. Trump, donc, qui veulent retrouver leur citoyenneté pour possiblement faire le grand saut vers le nord. Parce que là, des bibliothèques d'archives nationales ne fournissent plus du côté du Québec. C'est vraiment là, des demandes qui rentrent à profusion. Et même dans des petits endroits plus petits comme Rimouski, je disais qu'ils sont débordés. Oui, là, je disais qu'en une journée, 40 demandes. C'est un petit bureau qui s'appelle Banque à Rimouski, là, B-A-N-Q. Puis il y avait, Guillaume Marsan qui est un archiviste là-bas. Là, puis j'ai lu sûrement le même article que vous où il disait que ça ne finit plus. Puis il s'est informé, puis dans les autres bureaux qui font comme lui, c'est la même chose. Là. C'est une demande incroyable. C'est sûr qu'il y a le contexte politique là, qui emmène ça, mais aussi la nouvelle loi qui favorise. Oui, il y a beaucoup plus... ils disent que c'est
ça pourrait rejoindre des millions de citoyens américains qui pourraient maintenant avoir la citoyenneté canadienne grâce à ça. L'article allait très loin en laissant entendre qu'il y avait à peu près 10 millions de descendants. Hey. OK? Parce qu'oubliez pas que, bon, ces personnes-là ont eu des descendants et donc de plusieurs générations. Et donc, ça va être intéressant de surveiller les conséquences. Et très honnêtement, il faudra regarder les détails d'exactement ce que dit cette nouvelle loi-là parce qu'il semble y avoir un engouement incroyable. Oui. Tout à fait. Il disait qu'avant, là, des bureaux, comme tu parlais, celui de Rimouski, leur recevait une demande par année, des fois 2. Là, dans le mois de janvier, c'est 150. Oui, et donc une journée qui est extraordinaire. Là. Donc, il y a quelque chose qui se passe. Et donc, je pense pas qu'on peut parler seulement du bénéfice de la loi. Donc, je pense qu'il faut penser au contexte politique. Beaucoup d'Américains veulent quitter. Exactement. Et on le voit dans les milieux universitaires. Je veux dire, le nombre de programmes en Europe, au Canada, qui ouvrent la porte à tous ces universitaires-là pour les accueillir, parce que ces gens-là se sentent de plus en plus à l'étroit. Quand on pense qu'il y a 2 semaines, là, dans l'Université du Texas, le banquet de Platon a été banni de cours de philosophie, là, OK? Donc, vous savez, Platon, c'est quand même la pensée, la base, etc. Et qu'on l'enlève parce que ça va contre certaines valeurs. Donc, on n'est plus dans un milieu universitaire, là. Et ce que, moi, je l'appelle le clown orange ou l'ogre orange, récemment, ce qui a publié, la vidéo. Comment est-ce que tu peux descendre aussi bas? Mettre la tête des Obama sur des singes, les primates, c'est honteux. Il y avait toutes les années, il y a un dîner spécial pour les gouverneurs des États américains. Il y a un gouverneur qui n'a pas été invité, un Afro-Américain. Ah non, je veux dire, C'est le président américain. Le climat actuellement aux États-Unis fait peur à bien des gens. Discrimination. Ah, absolument. Du racisme, du fascisme. Oui. Et le gars vit tellement d'instinct immédiat quand on y pense, juste cette semaine, là, l'histoire du pont. Là. L'affaire du pont. Un pont qui a été financé par le Canada, ou du moins en partie par le gouvernement Harper. C'est un projet commun. C'est un projet commun. Et là, dans le New York Times d'hier, c'était très intéressant de voir les dessous de l'histoire. C'est-à-dire que souvent, on voit la nouvelle, nous, mais bon, comme ce n'est pas notre pays, on tend à moins porter attention. Or, il y a toujours eu un pont depuis une centaine d'années, le pont Ambassador. Donc, et ce pont-là, c'est le pont où il transite le plus de biens entre les États-Unis et le Canada. Donc, le nouveau pont va probablement prendre de 50 à 70 % du transport. Or, le pont actuel, Ambassador, appartient à la famille Maroon, contributeur du Parti républicain, et qui s'est opposé longtemps à la venue du nouveau pont. Et M. Maroon, fils, qui est maintenant le propriétaire, a rencontré M. Lutnick, le secrétaire au commerce, lundi matin. M. Lutnick était voir le président Trump et dans les heures qui ont suivi, soudainement, M. Trump menace de ne pas permettre l'ouverture de ce pont-là en prétendant faussement, évidemment, comme toujours, que ce nouveau pont-là a été construit seulement par des Canadiens avec l'acier seulement canadien, sans travailleurs américains, ce qui est totalement faux. Et donc, la seule raison pourquoi il y a eu cette sortie-là lundi, c'est en raison de pression économique d'un gros entrepreneur Vous savez, on dit qu'il y a 40 000 transports qui traversent chaque jour ce pont-là. C'est du lobbying qui a poussé le... Exactement. Et donc, comment on doit agir comme gouvernement canadien? Je sais que notre premier ministre Carney a parlé rapidement par la suite à M. Trump, mais comment on doit agir avec quelqu'un qui ne respecte aucune règle de droit, qui ne respecte aucune règle internationale, aucunement le droit international. Il a dit lui-même que sa seule chose qui limite ses actions, c'est sa moralité. Et quand on pense à la moralité de M. Trump, il n'y a pas grand-chose qui doit le limiter. Donc, il n'est pas limité. Non, exactement. Pouvoir absolu. C'est incroyable. Mais ça, c'est l'exemple là, par excellence. Vous savez, qui vendent des Bibles avec son nom dessus puis qui fassent de la crypto-monnaie, déjà, c'est incroyable comme président américain. Mais là, qu'on puisse démontrer de façon aussi claire en une journée, en l'espace de 24 heures, ce qui explique la prise de position de Trump sur Truth Social contre ce pont-là, c'est incroyable. Donc là, c'est un manque d'éthique. Il n'y a pas justement, il n'y a aucune éthique. C'est immoral, point final. C'est ça. Mais lui, il se fie sur sa moralité. Oui. Hey, Monsieur Roussel, vous disiez tout à l'heure là, que vous n'aviez pas les détails exacts de la nouvelle loi, justement pour permettre plus d'Américains de devenir Canadiens. Mais je l'ai. Que dit la nouvelle loi? Ça dit projet de loi C3. Oui. Premièrement, c'est entré en vigueur le 15 décembre. Ça rétablit la citoyenneté par filiation au-delà de la première génération. C'est vraiment ce que vous disiez. En 2009, le gouvernement conservateur avait restreint l'accès à la citoyenneté. Donc, les Canadiens nés à l'étranger pouvaient
pas transmettre leur citoyenneté canadienne à part si leur enfant était né ici. Ça. Donc, la loi avait été jugée inconstitutionnelle par la Cour supérieure de la justice de l'Ontario. Alors maintenant, pour être admissible, par filiation, si on est né à l'étranger avant l'entrée en vigueur de la loi C3, le 15 décembre dernier, alors on doit avoir un ancêtre qui est devenu citoyen canadien le 1er janvier 1947 ou après. C'est ça. Donc, ça, c'est les grandes lignes. C'est aussi simple que ça. Je voulais dire que je n'avais pas été lire la loi en tant que telle. Ouais. Comme juriste, c'est important. Oui, il y a des petites choses de plus. Là. La loi précise aussi qu'une personne peut devenir citoyen si un de ses parents ou un de ses grands-parents décédés avait obtenu le statut de citoyen après dès l'entrée en vigueur de la loi. Alors, des nouvelles dispositions, ça ouvre les portes à, c'est ça, ils disent des millions. Il y en a qui disent des milliers, mais il y en a qui s'avancent à dire des millions d'Américains qui auraient des origines canadiennes-françaises. On dit qu'entre 1840 et le 20e siècle, là, dans les 60 années, à peu près 925 000 Canadiens-Français sont partis pour les États-Unis en quête d'une vie meilleure. On dit que 3 j'ai lu que 3 de la population états-unienne a une origine, a un ancêtre franco-canadien. Ils ont appelé cette période-là la Grande Hémorragie. Oui, exactement. On perdait comme du exactement. sang tout ce qu'il y avait. Bon, à ce jour, 3 de la population des États-Unis, c'est ça, ce que serait représenté par eux, c'est 10 millions de personnes. Exactement. Donc, Au début du 20e siècle, l'industrie du textile aux États-Unis est en Nouvelle-Angleterre. Il y a Manchester, New Hampshire. Il y a des deux côtés de la rue, c'est 1,6 km de long. Chaque côté, c'était des usines de textiles. 90 de ces employés-là, en tant qu'hommes et femmes, c'était des Canadiens français. Des Acadiens, des Québécois et des Franco-Ontariens. Lorsque je regarde chez nous, là, dans le coin de Richibouctou, là, toute la région de Richibouctou Village, toute cette région-là, Bouctouche, on a un moyen paquet des personnes que je connais, moi, qui ont passé du temps aux États-Unis. Ils ont un certain âge à l'heure actuelle, ils sont revenus, mais quand même, ils ont fait leur vie aux États-Unis. Puis j'ai un monsieur qui est mon troisième voisin chez nous, puis à chaque été, il revient de nouveau à Richibouctou. Et il a gagné sa vie. Il était un homme d'affaires dans la construction immobilière. Puis, à chaque été, il revient depuis des années. Moi, je suis là où est-ce que je suis depuis 1966. Donc, puis ça fait des années qu'il revient à Richibouctou. Puis, il y a un moyen paquet de monde dans la région je vais appeler le Grand Richibouctou, qui ont immigré pendant des années aux États-Unis et qui sont revenus, où ils reviennent. Puis il y a une chose, lorsqu'il y en a qui parlent de leur double citoyenneté, là, citoyenneté américaine et canadienne, ça fonctionne comment, cette affaire-là? C'est tout simplement qu'ils ont 2 passeports. Donc, je connais quelqu'un qui en a 3. Donc, pour autant que le pays permette, il y a des pays qui ne permettent pas la double citoyenneté, mais il y a d'autres qui le permettent. Et donc, dans ce cas-là, au Canada, nous, on permet la double citoyenneté. Est-ce que ça se peut, M. Roussel, qu'on ne l'ait déjà pas permis? Il me semble que j'ai lu qu'à un moment donné, c'était pas... Quand on avait une autre citoyenneté, on perdait la citoyenneté canadienne, mais il y a longtemps de ça. Je pense pas. Là. Non? Pas au Canada. Pas au Canada. Il y a certains pays qui ne permettent pas, mais à ma connaissance, le Canada... On parle de 1947. un appel. Jusqu'en 1947, les gens qui résidaient au Canada, qui étaient nés ici, on était des citoyens britanniques. Mais ça, c'est avant moi, je n'étais pas rendu là. C'est le 506-532-0133 pour participer aux discussions. Merci. Parle, Jean-Jean, on vous écoute. Oui. Bonjour, oui. Bonjour, oui. C'est le mauvais numéro, excuse. OK, pas de problème. Passez une belle journée. Bon, quelqu'un a eu son heure de gloire. Ben oui. Il y a du monde qui pense à nous? Absolument. Il y en a qui ont composé le numéro. Mais les lignes sont ouvertes. C'est le 506-532-0133. Ben tiens, on prend une courte pause tout de suite et on vous revient à PPJJ. Vous écoutez Parle, jase. Aujourd'hui, sur le panel avec Luc Doucette, Roger Doiron et Serge Roussel. Monsieur Roussel, j'ai beaucoup entendu parler des Epstein Files récemment, parce qu'on parle un peu de la situation mondiale aujourd'hui, puis ça brasse, ça fait brasser les choses, c'est des noms qui sortent. Et rappelez-nous, l'affaire Epstein, rapidement, c'est l'homme qui avait été arrêté, qui est décédé en prison et qui aurait eu un grand réseau de jeunes filles. Là. Donc, vu qu'il a été trouvé coupable dès 2008, donc c'est un pédophile condamné et qui avait un réseau incroyable de connaissances. Et évidemment, ça occupe l'actualité parce que M. Trump
avait souvent laissé entendre que le problème était démocrate. Évidemment, le problème, c'est toujours le problème des autres avec M. Trump. Et donc, en 2008, il y a une entente particulière, très particulière, parce que il reconnaît sa culpabilité. Et dans les années qui suivent, les grands de ce monde continuent à le fréquenter, même s'il est non fréquentable. Et il a fallu attendre donc une dizaine d'années avant que finalement tout éclate au grand jour. Et aux États-Unis, à l'encontre de la volonté de M. Trump, le Congrès américain a décidé de libérer l'entièreté de la filière. C'est ça, les Epstein Files. Donc tout ce qu'ils possèdent. Et là, on découvre plein de choses. Ce qui est intéressant par rapport à notre sujet d'aujourd'hui, par rapport aux États-Unis, c'est que là, on se rend compte que la vérité aux États-Unis, là, c'est quelque chose de très fluide. C'est-à-dire de tellement façonnable, on peut faire malléable, fabricable, peu importe comme vous l'appelez. Je donne 2 exemples rapides. Au Royaume-Uni, donc l'ancien ministre Mendelsohn, donc qui a été commissaire au commerce européen, ambassadeur qui était jusqu'à récemment l'ambassadeur du Royaume-Uni aux États-Unis, lui a dû démissionner parce que son nom apparaît dans les filières. En France, l'ancien ministre de la Culture, Jack Lang, qui était maintenant le directeur de l'Institut du monde arabe à Paris, donc lui, il doit démissionner, il quitte son poste, alors qu'ici, apparaît le nom de qui? Ah, M. Lutnick, qu'on parlait justement tout à l'heure, OK? Qu'il avait dit, non, je suis jamais allé sur l'île. Or là, les nouvelles filières démontrent qu'il a été sur l'île, et même bien après 2008. Supposément qu'il n'y avait aucun lien. M. Trump, supposément, non plus, avait cessé les liens depuis longtemps. Mais les échanges ne semblent pas démontrer. Mais aux États-Unis, même si, comme hier, M. Lutnick a dû reconnaître de façon, devant une commission du Congrès, de façon un peu détournée, qu'effectivement, il avait menti, on ne dit jamais qu'on ment, hein? Donc, on reformule la vérité. Donc, on refaçonne la vérité. Donc, donc l'expression ici, fait alternatif, là, prend tout son sens. Mais je pense que dans cette filière-là, alors que lorsque M. Biden était au pouvoir, on attaquait beaucoup, on faisait croire que c'était le problème des Clinton et des démocrates, eh bien, on se rend compte que les noms des républicains, de M. Trump, M. Lutnick, tous ces noms-là apparaissent. Et quand on pense que dans n'importe quel autre pays du monde, si un président, son nom apparaissait dans des filières, on poserait beaucoup plus de questions, alors que ça semble jusqu'à maintenant. Et ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'ils sont coupables de quoi que ce soit. Je mentionne simplement que dans d'autres pays, l'éthique a fait en sorte que les gens ont quitté leur poste. Ouais, c'est ça. Aux États-Unis, ce n'est pas le cas. Le prince Andrew a été démis de tous ses titres. Il n'est plus prince maintenant. C'est Andrew Mountbatten de Windsor. Oui. Final. Lui, c'était pour quelle raison, Prince Andrew? C'est exactement. Oui. Même chose, son nom est dans les filières. Des photos aussi. On voit des photos assez compromettantes, disons. M. Trump, il ne faut pas oublier, à un moment donné, lorsqu'on lui a posé des questions, je l'ai peut-être déjà raconté, je ne suis pas sûr. À l'intérieur de 4 jours, il y a une quinzaine ou 75 photos et vidéos qui sont sorties avec M. Trump et Epstein. On va prendre un appel, le 506-532-0133, pour participer aux discussions. Parle, jase, on vous écoute. Bonjour, Seb, c'est Réal. Salut, Réal. On s'en a déjà parlé en cachette, là, mais là, je vais le parler ouvertement. Moi, je suis un anti-américain. Okay? Anti-américain. Wow. La haine à matin. Non, c'est pas dans la haine. C'est les Américains, depuis le temps, qui sont... Première des choses, là, au départ, c'était le Bas-Canada, OK? C'est vrai, ça s'appelait comme ça. Oui, au départ. Ensuite de ça, ils ont venu chercher je sais pas combien de personnes au Canada pour travailler dans les usines à des salaires de crève-faim. Moi, j'étais dans l'armée, commando, puis j'ai eu à avoir un entraînement avec la marine américaine. Les Marines, excuse. Ben oui. Puis, c'est à partir de là, 1974, 75, là, cette année-là, que j'ai commencé à ne plus être capable de respirer américain. OK. Les raisons principales, là, c'était quoi? Les raisons principales, c'est qu'ils sont... Première des choses, sont terriblement arrogants pour la plupart. Il y en a au moins 50 qui sont arrogants, parce qu'il y en a 50 qui sont du bord à Trump. OK? Moi, qui va me dire qu'un président, puis là, je parle pas de Trump, je parle d'un autre président avant, qui se fait passer une fellation, mais qui sait pas que c'est un acte sexuel, il y a un sérieux problème dans la tête, là. Mm-hmm. OK? Puis là, on parle pas de Trump, là.
Non, non. Trump, lui, s'est prouvé qu'il était avec Epstein. Puis, non, il a libéré tous ceux-là qui ont attaqué le Capitole. Oui, c'est des choses comme ça. On voit ça depuis même son premier mandat. Ça a été... c'est sa tactique, c'est sa façon de procéder. On voit ça à répétition. Oui, mais Et quelle entreprise, on va parler d'une entreprise moindrement sérieuse, OK, va mettre quelqu'un de même à sa tête? Il n'y a personne. C'est louche. Monsieur Oui, Roussel? c'est louche, pas pire. Et en plus, quand on y pense, par exemple, la conjointe de M. Epstein, Ghislaine Maxwell, quand on pense qu'elle a rencontré le numéro 2 du département du procureur général, donc M. Blanche, à la suite de cette rencontre-là, soudainement, il est passé de pénitencier à sécurité maximale à un plutôt minimal. Et donc là, tu te poses des questions sur l'instrumentalisation de la justice même. OK? Donc, au-delà de la fellation, ou peu importe de tout, actuellement, c'est qu'on l'amène à un autre niveau, je pense. Donc, oui. on est rendu à... Vous savez, s'il y a quelque chose qui est fondamental dans une démocratie, c'est la règle de droit, l'état de droit. Et en plus, c'est la non-intervention du politique dans ce champ-là. Mm-hmm. Alors qu'ici, on lance des poursuites. Là, on est en train de vouloir refaire l'histoire sur les élections truquées, supposément truquées, prétendument truquées de 2020. Et donc là, on est en train d'accumuler des preuves supposément sous les ordres de M. Trump. Et donc, vous voyez, là, je peux reconnaître que dans le passé, comme le dit votre auditeur, de Réal, pardon, comme le dit très bien Réal, il y a eu des problèmes dans le passé, là, il n'y a aucun doute. OK? Mais ici, je pense que, vous savez, quand j'étais enfant, puis que mes parents m'amenaient à l'église, là, il y avait un chant là, qui disait, et qui se trouve dans la Bible, là, le monde ancien s'en est allé, un nouveau monde est déjà né. Là. Mais on parle d'un nouvel ordre là, mondial ici. On parle d'une nouvelle situation inédite où est-ce que les règles sont mises de côté. La seule règle qui domine, c'est la domination, c'est-à-dire la loi de la jungle, la loi de la force. Y a une perspective négative, là? Est-ce que vous voyez au moins la lumière au bout du tunnel? Ben, je pense qu'on est vraiment dans une année clé. C'est-à-dire que on va voir ce qui va se passer aux élections de mi-mandat. Premièrement, M. Trump a déjà dit qu'aux élections de novembre, donc où on va renouveler un tiers du Sénat et l'entièreté des députés, des représentants, donc ça va être important pour voir qui contrôle les deux chambres. Mais comment il va réagir par rapport à ces élections-là? Parce que là, il est quand même dans le poste de président. Donc, j'ai vraiment hâte de voir, parce qu'il a déjà dit qu'il respecterait si c'était fair. Mais fair, selon lui, c'est quand il gagne, c'est fair. Quand il perd, c'est truqué. C'est ça. Donc, ça devient un peu triste à voir. Et par la suite, il y a évidemment les élections dans 2 ans, donc les élections présidentielles de 2028. Là, vous savez, quand M. Poutine ne pouvait plus se représenter selon la Constitution de l'époque... il a changé la loi. Avant de changer la loi, il a fait quelque chose d'intéressant. Quoi donc? C'est-à-dire qu'il a présenté son Medvedev, son vice-président, Medvedev, il l'a présenté comme président, mais on sait tous qui avait vraiment le pouvoir. Or, la Constitution américaine ne permet pas plus que 2 mandats. Donc, il ne peut pas se représenter. Cependant, la Constitution américaine prévoit que, par exemple, disons que J.D. Vance se présente et J.D. Vance est élu, s'il démissionne et que son vice-président est, par hasard, M. Trump, qui devient président selon la Constitution américaine? M. Trump. Ouais. Donc, il y a des façons assez... de contourner la loi. Exactement. Et donc, M. Trump a tous ces genres de projets 2025, là, et c'est inquiétant de voir tout ce qu'on voit. Et malheureusement, et on pourra en parler un peu plus tard, je pense qu'il y a une seule façon de contrer un bully, un intimidateur en chef, c'est de reconnaître que le roi est nu, puis de s'y attaquer. Mm-hmm. Or, pendant longtemps, les gens ont tenté... Vous parlez du livre de l'empereur, là, oui, quand exactement. le roi est nu. Oui, exactement. Mais ça, c'est une histoire qui vient de me rappeler un souvenir d'enfance. Ça me donne... la fameuse affaire du roi qui pense qu'il est habillé parce qu'il est dans une toge invisible. Exactement. Wow. Et l'enfant lui crie « Le roi est nu ». Ben, il est temps qu'on le dise que le roi est nu. Le roi, l'empereur Trump, OK? C'est donc bien vrai. De dire, parce que, vous savez, quand tu es dans une salle de classe ou dans une cour d'école, le bully a autant de pouvoir qu'on veut bien lui en laisser. Mais le jour où on dit « assez, c'est assez », là, ça s'arrête. Et il est grandement temps. Et là, l'Europe l'a fait par rapport au Groenland.
mais je pense qu'il est grandement temps que les gens reconnaissent que le roi est nu et qu'ils le disent. Et puis là, les Américains qui ont, par exemple, changé d'idée, qui regrettent d'avoir voté pour Trump, il y en a, là. Je peux pas dire la proportion, j'en ai aucune idée. Mais je sais qu'il y en a, on a entendu parler que certains regrettent un peu. Mais là, ça se pourrait que ces gens-là puissent plus l'enlever de là. Qu'il soit trop tard, là, avec toutes les manigances qui pourraient faire qu'il reste au pouvoir. Même les gens qui ont changé d'idée, qui voudraient le sortir, vont peut-être faire patate. Jusqu'où il est prêt à aller, je pense que malgré tout, il y a certains contre-pouvoirs qui vont exister. Donc, la Cour suprême, on va voir d'ailleurs là, sur la question des droits de douane, elle doit rendre sa décision bientôt. Si elle ne lui donne pas raison, donc c'est toute son arme atomique économique qui va être mis en question. Donc là, déjà... Et plus qu'on va s'approcher des élections de mi-mandat, s'ils perdent de plus en plus de plumes, ça va être intéressant parce qu'actuellement, les républicains, même les modérés, les Rhinos, là, les républicains sans nom, là, comme lui le dit, là, eh bien, de plus en plus, ils l'ont suivi aveuglément durant la première année. Est-ce qu'ils vont continuer à le faire lorsqu'approchent les élections de mi-mandat? Ça va être intéressant. Donc, il est temps, quand je disais le roi est nu, là, mais il est aussi temps que ces républicains-là mettent leur culotte. Là. Et ça avance vite, hein? Les élections de mi-mandat, c'est en novembre cette année. En novembre cette année, là. Et les élections présidentielles, vous savez, les primaires, là, ça va aller vite après, là, pour l'an prochain, en 2000, on va être déjà rendu, vous savez, le 2028, là, c'est demain, là. Écoute, une de ces grandes partisanes de la première heure, Marjorie Taylor Greene, a claqué la porte au mouvement MAGA. C'était la plus grande erreur de sa vie. Venant d'elle, c'est surprenant. Oui. Et on va retourner au téléphone vers M. Berthelot, toujours là? Oui. Est-ce que Réal, t'as suivi, toi, les Epstein Files, justement, dont on parlait tantôt? As-tu vu ça un peu? Ah oui, moi, j'ai suivi ça pas mal. Là, je suis pas au courant de toutes les dernières affaires, là, parce que je suis débordé d'ouvrage, là. Mais moi, l'idée qu'on peut contourner la vérité avec des preuves, là. T'as des preuves solides, là. L'idée que cette personne-là peut dire non, ça marche pas. Juste le fait là, qu'ils veulent fermer le pont encore. Bon, ben moi, je dis, d'accord. Là, le Canada a fait un entente avec la Chine pour des voitures électriques. Maudite bonne affaire. OK? C'est un autre parti communiste, mais je m'en sac de ça, là. Lui, là, il est pire que les communistes. C'est me, myself and I, là. Ah, tout à fait. Et puis, on a un message qui nous vient par courriel. Je vais le mentionner. Vous êtes tous là, vous êtes à l'écoute. Monsieur Trump aime jeter la faute sur les autres, mais au Canada aussi, les libéraux, ils sont au pouvoir depuis 10 ans et plus, mais ils disent que qu'ils ne sont jamais à blâmer pour leurs erreurs. Notre premier ministre Carney a été photographié avec Ghislaine Maxwell lorsqu'il était pour la Banque de l'Angleterre. Alors, ça semble comme si tous les élites mondiaux sont dans le même bateau. La belle-sœur de M. Carney est sur la liste de Epstein. Je doute aussi que Epstein se soit suicidé en prison avec les noms qu'il aurait pu dévoiler. Est-ce qu'il y a des informations là-dedans qui sont vérifiées, que vous pourriez corroborer, messieurs? C'est des nouvelles pour moi, j'ai jamais lu ça, j'ai jamais vu ça dans un média crédible. Le Carney, là, qui aurait été photographié avec Ghislaine Maxwell, on n'est pas certain. Et sans parler de Carney ou peu importe, le nombre de photos, évidemment, il faisait partie, M. Epstein, de l'élite internationale, mondiale. Donc, tous ces gens-là se côtoient. Ce qui est particulier ici, c'est une photo lors d'une activité mondaine. Moi, vous pouvez me prendre quand j'étais en politique, vous pouvez me dire que j'étais possiblement à côté de quelqu'un dont je ne connaissais ni le nom, je ne connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et donc, si on m'accuse après ça d'être à côté de cette personne-là, c'est une chose. Mais ce qui est beaucoup plus important dans les files ici, dans les filières ici, c'est toute l'information d'échange de courriels, etc. Où est-ce que là, on se rend compte que les personnes ont été sur l'île et on sait tout ce qui se passait sur l'île. Donc, je pense qu'il ne faut pas mélanger les pommes et les oranges non plus. Là. On parle de jeunes filles même jusqu'à 12 ans, 13, 14, 15, 16 ans. Là. C'est des mineurs. On parle d'un réseau de pédophilie ici, c'est clair. Là. Oui. Non, donc, on a parlé tout à l'heure du Prince Andrew, tout ça. Donc, on dit que ce sont des accusations, mais là, quand il y a une différence entre une photo qui enlace une jeune fille versus une photo
où est-ce que On est juste en d'un présence, excès qu'il y a ouais. 50 personnes dans la salle. Là. Donc, il faut faire attention aussi. Ah oui, absolument. Puis on verra bien. Là, c'est sûr qu'avec preuve à l'appui, on peut toujours remettre en question certains de nos propres politiciens. Les Clinton ont accepté de témoigner. Ils ont dit oui, on veut ça. On voudrait des caméras pour que les gens nous entendent et non pas ce qui va être publié par après. Ça veut tout dire, ça. Ouais. Hey, restez avec nous. Restez avec nous. On revient dans un instant sur PPGG avec Serge Roussel, Luc Doucette, Réal Berthelot maintenant au téléphone et Roger Doiron. Vous écoutez Parle Jazz en ce mercredi avec messieurs Roussel, Doiron et Doucette. Et moi-même, Sébastien Boucher qui vous accompagne. Là, on parlait de l'exode des Américains. Là. On a peut-être 1 million, peut-être plus d'Américains qui vont devenir citoyens canadiens avec cette nouvelle loi. Et j'ai une petite chose que je veux rajouter. Serge, on disait tout à l'heure les particularités de la nouvelle loi. J'en ai oublié une que je viens de voir. La loi prévoit aussi que les enfants qui sont nés après le 15 décembre, quand la loi est arrivée, donc les nouveaux, pourront transmettre la citoyenneté, mais seulement si leurs parents ont passé au moins 3 mois au Canada avant leur naissance. OK. Si on comprend, donc s'ils sont nés après le 15 décembre dernier et que leurs parents ont passé au moins 3 mois au Canada, ils pourront transmettre eux aussi la citoyenneté. Bon, alors c'est tout plein de petits détails comme ça dans la loi, mais vraiment, ça fait qu'attendez-vous à ce qu'il y ait beaucoup de nouveaux citoyens canadiens qui nous viennent du Sud. J'écoutais à la radio la semaine dernière, puis un prof espagnol, il est retourné en Espagne, il a enseigné à Princeton, il a enseigné à Harvard, puis il avait été invité pour aller présenter une conférence, un colloque. Puis il dit, je leur ai menti. J'ai dit, je peux pas y aller, j'ai d'autres responsabilités, mais je vais le faire par vidéo. Il refuse d'aller aux États-Unis de craindre ce qui va lui arriver. Puis il a sûrement parlé contre le monsieur Trump. Là. Non, mais c'est inquiétant actuellement. Imaginez les gens qui sont en situation régulière, mais qui sont de nouveaux arrivants aux États-Unis avec ICE. Littéralement, ils sont en train de traquer les gens. Oh oui. Donc, quand on voit les photos, quand on voit les interventions, là, et on se rend compte que des gens qui avaient un permis quelconque, qui avaient le droit d'être sur le territoire, qui passent des semaines dans ces fameux camps de déportation-là, là, OK? Je veux dire, on parle des États-Unis, là. OK? Qu'il y ait des immigrants illégaux, c'est une chose. Mais la façon même que Trump présente ces gens-là comme des violeurs, des voleurs, des criminels, je veux dire, c'est incroyable. Je veux dire, on parle de gens ici qui, bien souvent, sont venus aux États-Unis pour avoir une plus belle vie. Donc, comme on voudrait tous avoir pour nous et nos enfants. Et donc, là, on est en train de les faire passer pour... Tu sais, les gens, durant la campagne électorale, quand Trump avait parlé là, que les Haïtiens mangeaient des chiens et des chats, bon, ben, c'était quand même incroyable. Mais là, on est en train de les traiter pire que des chiens et des chats, ces gens-là, parce que ces gens-là, bien souvent, ont un droit d'être sur le territoire en vertu d'un permis quelconque qui est permis, que ce soit la carte verte ou peu importe laquelle. Et là, on est en train, avec ICE, donc des policiers, et certains prétendent qu'il y a plusieurs des gens qui ont été dans le Capitole au mois de janvier 2025, OK, qui sont maintenant des policiers de la police de ICE, là, OK? Donc, ça fait, excusez-moi l'expression... Ça, c'est pas nécessairement... Est-ce qu'on a des preuves de ça? Est-ce qu'on est certain? Je dis que certains affirment que... C'est certain affirment que, d'accord. OK. Mais il y a quand même une formation de 5 semaines. Ce que je suis en train de dire, c'est quand même tout ce qui se passe avec ICE, là, on se croirait presque dans une, excusez-moi l'expression, là, mais république de bananes. Là. Un certain Adolphe a fait la même chose dans les années 30 en Allemagne. Alors, on n'est pas au point de la loi martiale, quand même? Non, mais on est dans une situation où ce qui se passe avec ICE est inquiétant pour des valeurs qu'on associe à une démocratie, c'est-à-dire l'habeas corpus, le droit de se défendre avant une arrestation, le droit à ne pas avoir une détention arbitraire, une arrestation arbitraire. Et quand on voit ce genre de situation-là, on ne peut que s'inquiéter pour des valeurs qui sont fondamentales à une démocratie. OK. Monsieur Berthelot? Excusez-moi, messieurs, je suis en veille d'être obligé de rentrer, là. Les États-Unis, c'est la fondation de ça, c'est le racisme. Fait que je suis pas surpris que 200 ans après, ça soit encore ça qui domine. Malgré qu'il y a un président qui a été tué, Martin Luther King a été tué pour essayer d'empêcher ça. Ça va toujours rester, ça. Puis, il y en a partout du racisme. Mais
au Canada, au moins, il y a des choses qui sont faites pour essayer de l'enrayer. Je te dis pas que ça marche à 100%, là. Mais aux États-Unis, là, c'est l'enfer. Puis moi, là, l'affaire qu'ils peuvent les prendre jusqu'en 1947, là, ben, s'ils s'en ont été aux États-Unis pour avoir une meilleure vie, là, puis ne pas payer d'impôts ou moins d'en payer, ben, restez-y, là. C'est vous autres qui l'avez élu, là. Restez-y, puis vivez avec vos erreurs. Et puis, je sais pas si vous avez vu, messieurs, le Super Bowl, mais le spectacle de la mi-temps auquel on a eu droit, c'était tout un pied de nez à Ice. On s'entend, là? Oui, monsieur. C'était vraiment là, toutes les cultures latino, et puis c'était ensemble pour montrer qu'ils sont américains. Il y avait toutes sortes de messages cachés en plus. J'ai vu ça dans les reprises, là, puis on nous mettait vraiment au fait que il y en avait des messages véhiculés par l'artiste. Et un, certainement, qui m'a plu beaucoup, c'est à quel point les Amériques, ce n'est pas les États-Unis. Donc, c'était certainement un des messages clés que moi, personnellement, j'ai beaucoup aimé. Non, franchement, puis moi, j'ai trouvé que c'était bien orchestré. Là-dessus, messieurs, je suis obligé d'y aller. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Passez une très belle journée. Oui, Bonne vous journée. aussi. Merci bien. Bonne journée, Réal. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est qu'on permettait à ICE de rentrer dans des demeures sans mandat. C'est du jamais vu Non, mais dans une démocratie. Et quand on entre dans un Home Depot, peu importe, et qu'on va chercher des travailleurs et que ces gens-là se font arrêter arbitrairement, etc. Moi, je vous dis, c'est quand je regarde ça, je ne peux être qu'attristé. Et cette façon, vous savez, cette façon de s'attaquer aux immigrants, je veux dire, il y a peut-être eu des problèmes d'immigration illégale, ça peut arriver, ça arrive partout, mais de traiter tous les nouveaux arrivants, les immigrants de cette façon-là, de façon aussi arbitraire... C'est une généralisation malsaine. Exactement, et très malsaine et antidémocratique aussi, parce que ce sont des règles de base en droit, où est-ce que tu as le droit de pouvoir te défendre, de pouvoir... Vous savez, le monsieur là, qui a été envoyé illégalement au Nicaragua, là, je veux dire, il y avait un tatou qui ressemblait à un tatou d'une gang de rue, mais c'était pas ça, là, OK? C'est même pas ça. Donc, il a fallu aller le rechercher parce que la Cour a ordonné d'aller le chercher, là. Imaginez l'enfer que vit ce monsieur-là. C'est ça. Pendant ça, un enfant de 5 ans, Oui. il a pratiquement été kidnappé à la garderie. Donc, lui et son père. C'est honteux. Hey, c'est cet enfant-là qui était justement dans la mi-temps de Super Bowl aussi représenté. Non, ça, c'était un autre enfant. C'est un autre enfant. Mais c'était le symbole de cet enfant-là, je pense. Oui, parce qu'il remettait, là, c'est ça. Oui, exactement. l'artiste. C'est quoi son nom, l'artiste qui était là? L'artiste? Bad Bunny. Bad Bunny, oui. Ouais, le méchant lapin. Bon, ça. C'était toute une mise en scène et c'était toute la chorégraphie. C'était beau. Oui, moi, C'était franchement. beau. Et en espagnol. Exactement. Oui. 100% l'espagnol. Quel beau pied de nez. Oh oui, message politique fort. Ben, c'est pas que tout le monde... Il y a ça dans le sport, les messages politiques, qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Le Hein? président dit c'est pas correct, c'est pas un Américain. C'est un Américain de Ah non, Porto il était pas Rico. content, hein? D'après ce que je sais, là, Paul McCartney, les Gassous, c'est des Britanniques, c'est pas les Américains. Exactement. C'était pas les premiers non-américains. Là. Puis d'ailleurs, c'est un Américain, Big Bunny. Un commentaire qui nous vient par courriel, messieurs, je vais vous le lire. Quelqu'un qui nous écrit « Pourquoi que nos lois permettent à des groupes et particuliers de faire des commentaires dégradants et des photos dégradantes des personnes sans avoir leur consentement? Pensez-vous que la liberté d'expression aurait besoin de changer? » Oui, je comprends la question. C'est vrai que les gens s'en permettent. On voit toutes sortes de choses. C'est parce qu'on ne peut pas aller chercher le consentement. Ou il n'y a pas d'algorithmes qui peuvent bloquer tous les contenus qui représentent. En plus, là, avec l'IA, on est dans le trou. Là, on entre dans un autre sujet totalement. Ouais. Donc, à quel point notre droit est adapté à l'ère moderne avec toute cette intelligence artificielle. Donc, ça va prendre des années, je pense, à s'adapter. Mais effectivement, la question est excellente. Donc, actuellement, les gens ne semblent pas réaliser qu'ils prennent des photos de quelqu'un sans leur permission, les déforment, en font des fois des choses dégradantes. Vous savez, on l'a vu aussi avec l'affaire de M. Musk, là, donc, qu'on sexualisait littéralement des gens, etc. Donc, vous savez, c'est ça. On a lieu à tout le moins de s'inquiéter de la tournure de certains événements qui se produisent dans le monde. Je me souviens qu'en milieu de travail, on devait publier un document, on participait à un magazine. Qu'est-ce que l'on faisait? On avait une autorisation signée par cette personne nous permettant de publier la photo. C'est tout à fait normal.
À moins qu'il y ait un événement public, là, puis il y a 3000 personnes, tu fais une photo, tu vois 3000 personnes, c'est pas tout à fait la même chose. Et là, on parle même pas du niveau de langage utilisé dans les médias sociaux. Non. Et vous savez, après un certain temps, tu hésites à mettre ton point de vue parce que, disons que les commentaires en réplique ne sont pas toujours d'une élégance extrême. Monsieur Doiron? Tu sais, j'écoute les nouvelles, peut-être que j'écoute pas les bons réseaux, je ne sais pas, mais où est le Parti démocrate dans toute cette dynamique ou cette discussion ici? C'est comme si ils sont absents. J'écoute CNN, j'écoute Fox, j'écoute CBC anglophone, ces choses-là. Mais les démocrates, pardon, semblent être absents du dossier ou de la discussion. Pardon. Puis, moi, il me semble, c'est inquiétant pour les prochaines élections. Puis, on n'entend jamais parler. À quelques exceptions près, oui. Dont le gouverneur de la Californie, l'ancien ministre des Transports, le maire de New York. Donc, c'est ça. Donc, à quelques exceptions près, je tends à être d'accord avec toi. Mais tout à l'heure, quand je disais que les gens doivent mettre leur culotte par rapport au roi nu, là, je visais autant les dirigeants internationaux que les démocrates, que les républicains. C'est comme si on a tellement peur du bully, de l'intimidateur en chef, qu'on se retient et qu'on pense que, par la force des choses, les contre-pouvoirs vont d'eux-mêmes... Oui, ça va tomber. Hein. Ça va, exactement. Ouais. Mais il y a un laisser-aller qui est fort inquiétant et on s'est presque habitué aux fausses nouvelles. On s'est presque habitué. Il y en a tellement. Comme je disais, dans tous les autres pays, là, les têtes sont en train de tomber par rapport à la filière Epstein, mais pas aux États-Unis. Ils semblent complètement immunisés. Il y a un phénomène qui, dans l'histoire, on l'étudiera certainement et on gardera cette époque-ci en se disant, mais que s'est-il passé par rapport à des principes démocratiques qu'on croyait tellement importants, tellement fondamentaux? J'ai l'impression que les démocrates se disent, c'est une bombe à retardement. Ça va exploser tout seul. Et quand ça explosera, on reprendra position. Mais je lis beaucoup sur les réseaux sociaux, même hier, en préparation de cette émission, je voyais des commentaires. On a beaucoup de gens, on va dire, mettons, le débat pro-Trump ou anti-Trump. On sait qu'il y en a des deux côtés dans la région. Je le vois sur les réseaux sociaux et même, je reçois un courriel là, qui nous vient d'une pensée, on va dire, antagoniste à ce que vous m'avez partagé aujourd'hui, messieurs. Un courriel qui nous dit « Faisant attention aux spéculations, la majorité des déportés sont illégalement entrés aux États-Unis. Gardons les chiffres et les faits. Il y a plus de déportations sous Obama que sous l'administration Trump. Laissons nos sentiments de côté et regardons les faits. » Et ça me rappelle plusieurs commentaires que j'ai lus hier. Je voyais beaucoup de gens, justement, commenter ça. Il y en a qui disent, beaucoup, Obama, il avait déporté encore plus que Trump. Et là, je voyais d'autres gens qui étaient plus anti-Trump répondre, oui, mais c'est la manière que ça a été fait. Et je pense que ça rejoint vos propos, oui, exactement. M. Moi, sur le nombre, vous savez, j'ai effectivement les chiffres sous Obama semblent assez effarants, mais la différence, c'est la façon de faire. Si on va arrêter des gens, et ce sont des gens parce qu'on sait qu'ils sont là illégalement, plutôt qu'aller un peu à random, là, un peu à l'improviste. C'est ce que vous reprochez au mouvement ICE, quand je parle d'arrestation et de détention arbitraire, c'est qu'on est dans une situation où, en plus, l'installation de la peur comme force politique, imaginez quand on rencontre que les gens n'osent plus sortir de chez eux, vont faire leur épicerie par d'autres. Et ça, on l'a vu dans des reportages. Là. Je veux dire, là, c'est plus et sur des stations de télévision crédibles. Là, OK? Et donc là, je pense que, vous savez, il y a toujours façon de défendre quelqu'un. Et là, on peut trouver des arguments sur le nombre, etc. Mais c'est pas ce que je parle. Je parle de la façon d'agir de ICE dans une démocratie est fort inquiétante. D'accord. Les producteurs de fruits et légumes auront encore beaucoup plus de difficultés. Au mois qui s'en viennent, ils n'ont plus d'employés. Ils n'ont plus personne qui vont travailler à un salaire minimum, moins que minimum actuellement. Et quand on va dans le sud des États-Unis, quand on va en Californie, je veux dire, les champs, là, c'est des gens qui... c'est beaucoup de Latinos là, qui font ce travail-là. Et donc, je persiste à croire que lorsqu'on regardera notre époque avec les États-Unis, on se dira comment a-t-on fait pour en arriver là. C'est dur à suivre ça, ces paroles. Ça se préparait depuis... pas juste l'arrivée de Trump en 2017, en 2016, ça se préparait depuis
des dizaines d'années. Une partie de la population était très insatisfaite. On parle des libertariens là, qui croient en rien. C'est tellement facile aussi d'utiliser, au fond de nous tous, d'utiliser l'autre, l'immigrant, comme ennemi. Absolument. De dire que les élites profitent du système. Ben, si M. Trump ne fait pas partie de l'élite, je ne sais pas qui en fait partie, là, comme milliardaire, etc. Donc, le système est brisé. C'est quoi le système? C'est qui le système? Donc, et que lui s'auto-présente comme étant le digne représentant des patriotes oubliés, des pauvres pêcheurs, des pauvres vendeurs de carabines, etc. Donc, je pense qu'on est vraiment dans une époque de tape à l'œil. C'est le spectacle qui compte et non pas la réalité. Il y a un écrivain portugais qui enseigne, je pense, le journaliste au Portugal, qui écrit un roman qui a été publié à l'automne 2025. Je pense que ça s'appelle « Les maîtres du chaos ». Il décrit les États-Unis. Il décrit la relation de M. Il ne parle pas du président Trump. On sait qu'on le décrit, lui, avec Poutine. Il décrit la situation actuelle aux États-Unis comme c'est pas possible. Et un livre qui est sorti en quelle année? Il est sorti en l'automne 2024 ou l'automne 2025. C'est assez récent. Moi, je l'ai terminé. Ça vaut la peine. Lorsqu'il parle des rednecks américains, la gang de MAGA, là, tu lis le livre-là, il y décrit très, très bien. Eh bien, merci, messieurs. Déjà, on arrive à la fin de l'émission pour aujourd'hui. C'est très enrichissant et j'aime bien qu'on puisse débattre de ces sujets. Je remercie tous ceux qui ont participé, Monsieur Berthelot, par téléphone, les gens qui nous écrivent des courriels, et que vous soyez d'un côté comme de l'autre. On vous invite vraiment à nous partager vos opinions. Ça fait plaisir d'en débattre et de porter nos réflexions plus loin. Merci beaucoup, messieurs Doiron, Roussel et Doucette, pour cette émission aujourd'hui. Je vous souhaite une belle continuité de semaine. Merci. Merci. Bonne journée.